le discours d'Emmanuel Macron à Bruxelles ont provoqué du côté des agriculteurs sur le terrain. Michael Dos Santos, vous vous trouvez sur l'autoroute A1. Est-ce que le convoi est maintenu ou est-ce que les tracteurs partent? Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous. Écoutez, les agriculteurs ici sont pour la plupart satisfaits après les annonces de Gabriel Attal et la présence aussi et les annonces d'Emmanuel Macron à Bruxelles. Les départs se font au compte-gouttes ici sur l'autoroute A1. On est à environ une trentaine de kilomètres de Paris. Un premier convoi est déjà parti, des agriculteurs de l'Oise qui nous ont expliqué devoir rentrer aussi pour devoir gérer leur exploitation qu'ils avaient dû quitter pendant plusieurs jours. Un autre convoi qui est lui arrivé dans la journée du Pas-de-Calais devrait quitter ici ce point de blocage en fin de soirée aux alentours de 23h à minuit. En ce qui concerne les autres, c'est ceux qui habitent à proximité de ce point de blocage dans l'Oise ou encore dans le Val d'Oise. Ils devraient partir demain matin, ce qui veut dire qu'ils vont encore dormir ici ce soir avant de enlever le barnum, les barnums qui sont ici, de lever le camp. Tout cela se fera demain. Pourquoi demain? Parce qu'on attend des preuves par écrit et tous nous le disent. Ici, on ne partira qu'à une seule condition, que tout cela soit écrit. On ne fait confiance finalement qu'à moitié au gouvernement après les annonces qui ont été faites cet après-midi. Et on nous le précise aussi, attention, on est venu, on repart, mais on peut aussi revenir. Ce n'est pas un départ tout à fait définitif, à moins bien sûr que le gouvernement apporte des preuves par écrit. Beaucoup, Michael Dos Santos. Thibaut Marcheteau, voilà pour l'autoroute A1. On verra dans un instant si d'autres barrages restent. Patrick Legras de la coordination rurale, vous avez le sentiment, vous, que le gouvernement a entendu vos doléances, que vous pouvez lever le camp tranquillement et retourner dans vos fermes, et que tout va très bien, Madame la Marquise? Mais comme je vous ai dit, nous, la décision a été prise ce matin parce que... De lever les barrages. Voilà, de lever les barrages parce qu'il fallait gérer les problèmes avec les forces de l'ordre où on était plus ciblés, essentiellement ciblés. Plus ciblés que les autres syndicats, vous pensez? Trouvez-moi un autre syndicat ou un autre groupe qui a 600 gendarmes autour de chez lui à 150 km là, à Souilly-sur-Loire. Pourquoi? Vous faites peur à qui en fait? J'en sais rien. À un gros syndicat? Un grand syndicat? Un syndicat majoritaire? J'en sais rien. Je ne pense pas au syndicat par lui-même. Peut-être à ce qu'on pourrait dire sur certaines choses, sur certains dossiers, oui, peut-être. Mais non, je ne pense pas qu'on fasse plus peur que ça. On n'a jamais tapé qui que ce soit dans les autres syndicats. Donc, après, oui, peut-être qu'on n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes idées et on n'a pas le... Ça, c'est sans nul doute. Voilà. Quand je disais que c'est cousu de fil blanc, que tout ça, en fait, c'était joué d'avance, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Que oui. Finalement, voilà, on savait que la colère, il fallait la laisser s'exprimer, puis qu'après, on leur demanderait de ranger les tracteurs. Je pense que c'était... Alors, c'est pas du tout les mêmes raisons, mais oui, je vous dis, quand le président parle de filière, mais on n'a pas de problème de filière en France. Il va falloir que la personne qui prépare son discours change. Mais ils l'ont tellement fait, ils l'ont tellement dit depuis des dizaines d'années que c'est pas encore dans le verbe. Monsieur Éric Nolot, une bataille perdue, une bataille gagnée pour les agriculteurs? Mais vous avez résumé l'affaire dans votre éditorial, qui vivra verra. Parce qu'il y a eu des mesures immédiates, mais le gros de l'affaire, c'est suspendu à la bonne volonté de Bruxelles. Moi, j'aurais préféré que le président de la République entre un peu moins dans les détails et prenne un ton un peu plus martial en disant, écoutez, ce que France veut, l'Europe le voit, d'autant que la France n'est pas la seule à le vouloir. Ce n'est pas seulement les agriculteurs français qui se révoltent, c'est au niveau européen. Donc écoutez, il aurait fallu dire, ça va changer, tandis que là, on a l'impression que si Mme von der Leyen veut bien, si elle n'a rien contre, on lui demande gentiment, il me semble que ce n'est pas tout à fait le ton qui convient à la situation. Là, il faut vraiment une rupture. Monsieur Macron est un révolutionnaire autoproclamé, c'était son livre-programme. Écoutez, il serait temps de passer de la révolution dans les paroles, dans les écrits, à la révolution dans les actes. Jean-Sébastien Ferjou, il pourrait faire la politique de la chaise vide, comme l'avait fait le général de Gaulle à l'époque. Non, c'est inenvisageable aujourd'hui. À votre avis? C'est compliqué parce que la France... Non, ça n'est pas inenvisageable. Moi, je crois qu'effectivement, l'Europe se réforme bien souvent dans les rapports de force. Et encore une fois, il faut aussi assumer nos responsabilités, ne pas pointer du doigt l'Europe, parce que ce qui dysfonctionne à l'heure actuelle dans la vision de l'agriculture européenne, c'est quelque chose que la France a voulu. Et c'est quelque chose qu'a soutenu le gouvernement actuel lors du mandat précédent. Donc oui, après, nous avons des partenaires. Aussi longtemps que nous sommes dans l'Europe, oui, il faut savoir négocier avec les autres. Ça peut passer par, et ça doit passer par du rapport de force, d'autant que les mêmes mouvements existent ailleurs en Europe, parce que les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets, sauf qu'elles sont pires en France, parce que, et c'est là aussi ce qu'il faut savoir regarder en face, il y a des maux
infligé la PAC, vous savez, depuis l'année dernière, elle est revenue, on la gère à nouveau au niveau national. Et c'est le zèle des petits hommes gris, les fameux petits hommes gris. Rappelons aussi que en ce qui concerne la PAC, la France est la principale bénéficiaire au niveau européen. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que nous avons soutenu une vision politique. Au bout du bout, il faudra bien aussi que nous sortions tous collectivement, tous autant que nous sommes, pas que les politiques, les citoyens français, de l'hypocrisie. Vous l'évoquiez, Céline Pina, tout à l'heure. On veut aussi un peu tout et son contraire. À un moment, on ne peut pas avoir la transition énergétique, la transition écologique, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas avoir tout ça en même temps. Ça veut pas dire qu'on ne puisse pas trouver des équilibres. Ça veut dire qu'on fait semblant d'avoir des objectifs complètement contradictoires. À un moment, on est rattrapé par la réalité. Là, l'Europe est rattrapée par la réalité. En réalité, il y a une coalition entre les petits hommes gris et les petits hommes verts. C'est ça le problème. Et le géant vert, c'est pour un autre regardons en face nos responsabilités de citoyens, parce que ces choix-là, ils ont aussi été validés. Oui, c'est vrai. Mais par quels citoyens ils ont été validés, Jean-Sébastien? Par les gens qui votent. Mais quand Laurence, on peut pas. Vous le disiez, Céline, tout à l'heure. Non, mais le jour où on est préoccupé par l'environnement. Oui, mais le principe de précaution, je sais que tout le monde était d'accord avec le principe de précaution quand il s'agissait de l'inscrire dans la Constitution. Le principe de précaution, il a aussi produit ce monde-là. Quand on dit il faut assurer le respect de l'environnement, en général, tout le monde, et on se lamente, tout le monde veut Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement. Oui, mais enfin, si, pardon, quand vous regardez les sondages de popularité, tout le monde voulait Nicolas Hulot comme ministre de l'Environnement. Moi, je suis pas d'accord. Attendez. Il y a énormément d'hypocrisie des citoyens. Les écologistes feraient 80% aux élections. C'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Je voudrais juste partir sur le terrain. Je passe la parole à Éric et Céline. Augustin Donadieu, Thibault Marcheteau, est-ce que vous vous trouvez et est-ce que les tracteurs s'en vont ou est-ce qu'au contraire le blocage est bien maintenu pour ce soir, Augustin? Alors, ni l'un ni l'autre, Laurence, à l'heure à laquelle je vous parle, depuis l'Assis, à quelques kilomètres de la capitale, eh bien, c'est encore le questionnement. Certains veulent partir, d'autres veulent rester. Alors, des concertations sont en cours avec les hautes instances de la FDSEA, de la FNSEA, puisque les deux discours du Premier ministre et de Emmanuel Macron, le président, eh bien, ont laissé les agriculteurs sur leur faim. Autant le discours du Premier ministre était plutôt concret, selon eux. Il semblait être un Premier ministre qui prenait le dossier à bras le corps, tandis que le président employait des termes qui n'avaient pas vraiment de sens selon eux et qui étaient plutôt vides. Quelques exemples. Nous étions tout à l'heure avec un agriculteur qui fait de la grande culture, des céréales. Et sur, par exemple, eh bien, le prix des céréales ukrainiennes. Emmanuel Macron a annoncé que si ces céréales ukrainiennes venaient à perturber le cours européen de la céréale, il pourrait remettre en place des droits de douane. Ce que nous disait cet agriculteur, c'est qu'Emmanuel Macron se basait sur des prix en 2022, alors même que la guerre entre la Russie et l'Ukraine avait commencé et donc que les prix avaient augmenté. Pour lui, le compte n'y est pas. Sur une autre proposition du président de la République, notamment de sortir des produits chimiques, en clair les produits phytosanitaires. Ce que nous disait cet agriculteur, c'est que derrière la couverture d'une mesure écologique, en réalité, c'est tout l'inverse qui pourrait se passer. Il nous a expliqué que si demain il arrêtait d'employer des produits phytosanitaires sur son exploitation, il diviserait sa productivité par deux, ses rendements par deux. Résultat, la France ne serait plus autosuffisante et donc serait obligée d'importer de pays qui, eux, utilisent des produits phytosanitaires et qui, évidemment, avec les transports maritimes, polluent énormément. Résultat, ces agriculteurs sont en plein questionnement à l'heure à laquelle je vous parle. En tous les cas, ici, ils sont sceptiques, mais s'ils sont prêts à rester, les denrées alimentaires ne manquent pas, les soutiens non plus, les voitures qui passent juste derrière moi sur l'autoroute les klaxonnent très régulièrement et les habitants viennent à leur rencontre. Augustin Donadieu avec donc Thibault Marcheteau sur l'Assis. Éric Nolot, vous voulez absolument réagir. Monsieur Ferjou, que j'aime bien par ailleurs, mais là je suis en désaccord. Je ne vois pas en quoi les citoyens sont responsables. On voit bien qu'une grande partie de la crise est due au fait... Uniquement responsable. Non mais je dis en partie qu'il y a une idéologie écologiste qui s'est imposée, qui est complètement d'ailleurs déconnectée des résultats électoraux. Ils font... vraiment tout mouillé, ils font 10% aux élections européennes, qui est la plus favorable pour eux. Donc en fait, il y a quelque chose qui s'est imposé dans les hautes sphères du pouvoir, et maintenant on revient en arrière parce qu'on voit que c'est au détriment de l'agriculture. Et là maintenant, il y a un grand mouvement de balancier inversé. En effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qui sait si dans 2 ans, ça ne va pas être pour des raisons électorales ou d'autres raisons, on va remettre un coup de balancier vers l'écologie. C'est évident que c'est comme ça, mais ce que je veux, pour préciser l'idée, je pense que l'éloignement européen, nous devrions tous nous intéresser à ce qui se passe au Parlement européen.
Nous devrions tous nous intéresser à ce que fait la Commission. Mais vous avez vu le taux d'abstention aux élections européennes? Nous ne le faisons pas. Oui, mais c'est aussi notre responsabilité. Il y a des raisons. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison. Jean-Sébastien, mais pour aller au bout de la phrase, je pense justement que nous sommes, pour le dire de manière triviale, le cul entre deux chaises, parce que le pouvoir est effectivement à Bruxelles, mais parce que nous l'avons souhaité, ça n'est pas un problème en soi, sauf que le contrôle démocratique, il est resté à Paris, et qu'à un moment, il faut choisir, soit on met le contrôle démocratique à Bruxelles, soit on ramène le pouvoir à Paris. Ok les garçons, il y a des scènes aussi impressionnantes à Bruxelles, où il y a de nombreux incendies, toujours aux abords du Parlement, avec les policiers qui sont, la police belge évidemment, qui tentent de maîtriser tout cela. On rejoindra Célia Barotte dans un instant à Bruxelles, on fait une petite pause, et on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, direction Bruxelles, où il y a encore une situation très tendue sur place. Célia Barotte, vous êtes notre envoyée spéciale. Expliquez-nous ce qui se passe. Il y a encore des affrontements, des incendies avec les forces de l'ordre, entre agriculteurs et forces de l'ordre? Eh bien Laurence, pour tout vous avouer, on a dû quitter le secteur du Parlement européen puisque après une matinée plutôt calme avec les agriculteurs, bon enfant, même s'il y a eu quelques affrontements entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, l'après-midi a laissé place à la venue de casseurs, de Black Blocs, d'individus vêtus tout en noir, prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Les agriculteurs ont donc décidé pour une grande partie d'entre eux soit de rentrer dans leur exploitations, soit pour les autres de se diriger vers le périphérique de Bruxelles pour bloquer, pour continuer l'action en bloquant la circulation. Donc on a assisté quand même à une évolution de la situation à Bruxelles entre un mouvement qui était statique ce matin avec des affrontements mais qui sont restés sans violence. On a assisté à des jets de projectiles de part et d'autre des camps et puis une réponse de la part des forces de l'ordre avec des jets d'eau pour essayer de repousser les manifestants, mais rien de grave à déplorer. Seulement quand les casseurs, quand les Black Blocs sont arrivés et ont profité du mouvement et du rassemblement pour tout casser, les agriculteurs ont décidé de quitter le terrain pour légitimer leur mouvement, pour continuer à faire passer leur message. Nous avons assisté ici à Bruxelles toute la journée à un mouvement de solidarité aussi entre tous les agriculteurs venus de nombreux pays européens, une grande majorité d'Italiens, d'Espagnols, et aussi de Belges et de Français, les Français qui ont pu quitter les barrages de la France pour venir se rendre à Bruxelles. On a assisté à des agriculteurs qui restaient solidaires, soudés, mais qui voulaient des réponses concrètes de la part de l'Union européenne. Une grande partie d'entre eux repart dans leurs exploitations ce soir. Pour les autres, ils ont pris la direction du périphérique pour éviter d'être mêlés aux casseurs qui s'en prennent aux forces de l'ordre depuis maintenant quelques heures. Merci beaucoup Célia Barotte et Charles Baget sur place à Bruxelles. C'était ça le vrai danger. Patrick Legras, vous êtes de la coordination rurale. C'est qu'en venant sur Paris, comme là ils sont sur Bruxelles, les Black Blocs se mêlent au mouvement et mettent le bazar. Non mais de toute façon, à partir du moment où on a des bons rapports avec les forces de l'ordre, on se rend vite compte que la tension monte non pas de notre côté, mais eux ils le sentaient. On a vu des échanges, on a des gens qu'on savait qui n'avaient rien à faire dans les manifestations pro-agricoles qui veulent s'y mettre. Et puis de notre côté aussi, même en étant correct, on a vu qu'on a quand même eu nous-mêmes de gros problèmes pour, je dirais, rester calme, puisqu'on nous a mis quand même une certaine pression de CRS, même à 100 ou 150 km dans la Loire. Voilà. J'aimerais qu'on écoute Karine Duc, qui est de votre mouvement. Elle est partie en garde à vue hier soir. On l'avait sur Punchline hier soir. Elle nous disait, mais on est calme, on est là, on est à Rungis, on fait absolument rien de mal. Et finalement, les policiers l'ont embarquée dans le panier à salade. Ils sont tous partis au commissariat. Et elle a répondu en disant, voilà, quand même, elle était à Matignon à midi. C'est ce que j'allais dire. Le choc de se retrouver reçu par Gabriel Attal à midi et au panier à salade et au commissariat le soir. Elle a fait le grand écart. C'était un peu violent. On écoute Karine Duc. Oui, quand même. Je ne sais pas ce qui peut m'être reproché étant donné que nous avons simplement manifesté pacifiquement. Nous nous sommes rendus aux mines, enfin à Rungis plus particulièrement. On n'a pas fait de dégradation, il ne s'est absolument rien passé. On est venu pacifiquement, sans tracteur. Nous, uniquement pour pouvoir essayer d'aller jusqu'au bout et d'avoir des réponses à nos revendications. On attendait des réponses du gouvernement. Si c'est celle-ci, les réponses, c'est quand même bien dommage. Voilà.
Voilà, c'est bien dommage, comme dit Karine Duc. Voilà, en tout cas, le mouvement est en train de repartir vers Agen. C'est ça, le convoi est en train de repartir. Alors, le convoi repart vers Agen. Nous allons nous focaliser la semaine prochaine sur Bruxelles. Là, nous finissons, je dirais, de convaincre une grande partie des députés, puisque toutes les groupes députés sont en train ou vont auditionner la présidente et le secrétaire général pour qu'ils soient bien imprégnés et convaincus, parce que le but, c'est quand même d'être très clair, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on écoute la télévision. Bon, et donc le prochain rendez-vous, c'est quoi ? C'est le salon de l'agriculture, c'est le 24 février prochain. Je pense qu'il y en aura avant. Il y aura des petits happenings avant ? Oui, il y aura des choses dès lundi, mais là, on va laisser les gens tranquilles, on va laisser se reposer les gens du 47 et pour qu'ils soient à l'écoute dès le début de semaine prochaine. Des actions quoi ? Des actions rapides, souples, comme vous savez faire ? Ce que j'ai pu dire parfois aux forces de l'ordre, on va laisser un peu de piment. D'accord. Non, mais je pense qu'il point de suspension. En fait, Louis Dragnel, d'Europe 1. Il y a des rendez-vous, Laurence. Déjà, vous allez attendre de voir si réellement l'engagement de Gabriel Attal d'accélérer un certain nombre de paiements, est-ce que vous allez recevoir cet argent sonnant et trébuchant sur votre compte en banque? Comment? Non, mais il y a d'autres sommes qui doivent être versées normalement avant. 15 jours. Et je pense aussi que ce qui sera intéressant quand vous irez voir les parlementaires, et je sais que les autres organisations syndicales vont faire pareil, c'est de voir si réellement les parlementaires qui font tous des déclarations d'amour, un éloge de l'agriculture depuis 10 jours, si réellement ils passent de la vision romantique au réel. Et est-ce qu'ils vous soutiennent réellement dans les déclinaisons concrètes de ce que vous avez demandé? Je pense ce sera un peu l'heure de vérité pour vous. Disons que nous, on n'est pas trop pour les palabres. C'est-à-dire que les discussions, grosso modo, puisque je suis au courant, c'est entre 3/4 d'heure et 1 heure, avec quelques points. C'est les mêmes personnes qui les disent à tous les parlementaires, parce qu'il faut qu'il y ait de l'incompréhension. Et c'est les mêmes personnes qui iront aussi le dire à Bruxelles. C'est-à-dire que nous, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, s'ils ne comprennent pas, ils auront juste qu'à regarder ce qui a été dit chez les autres ou bien dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on passe trop de temps à parler, ça c'est le problème français. Comme je dis, il y en a, c'est leur métier. Nous, comme on dit, on n'a pas le temps. Et puis, on a des dates, fin février, c'est le salon. Donc, le salon, c'est plus tellement loin. Pour nous, ça nous permet la différence de cette fois-ci, ça va être de nous organiser. Vous l'accueillerez comment, Emmanuel Macron, au salon de l'agriculture? C'est... Comme je dis aux gendarmes, on verra d'ici là. Il peut y avoir, on espère pouvoir l'applaudir. Voilà, bien. On va écouter Gabriel Attal, si vous voulez bien, parce qu'il a parlé à la mi-journée. Et il a reconnu notamment des erreurs dans la politique agricole. C'est assez rare, un homme politique, surtout en France, qui reconnaît faire des erreurs. Il assure qu'un gros travail, évidemment, a été fait pour rectifier le tir. Mais quand même, écoutons ce passage où il parle des erreurs qu'il a faites. Avons-nous répondu au malaise? À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs? À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne, en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes qu'on a parfois laissé continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer. Là aussi, j'ai dit stop et j'ai lancé un travail sans précédent de simplification, à la fois au niveau national, avec 10 premières normes simplifiées et supprimées dès la semaine dernière, et au niveau local. Bon, on a fait des erreurs, on le reconnaît, on avance. Céline Pina, voilà ce qu'a dit Gabriel Attal à l'instant, à la mi-journée, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, ce qui a fait exploser un petit peu au niveau politique Emmanuel Macron, ça a été aussi une tension qu'il a eue avec des ouvrières dont il avait expliqué qu'elles étaient illettrées. Et il avait présenté des excuses de façon officielle et tout le monde avait dit, l'entreprise GAD. On a quelqu'un qui est susceptible de tenir un discours de vérité. Donc un politique qui reconnaît une erreur dans le cadre d'une négociation, ça veut dire qu'il a pris conscience d'une situation et donc que ses engagements sont peut-être fermes. Un politique qui ne reconnaît pas ça et qui semble godiller un coup à droite, un coup à gauche et qui réagit en fonction de ses intérêts immédiats, celui-là, on dit, on peut tout lui arracher, il va tout nous promettre, il ne tiendra rien et sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Il y a peut-être probablement et donc, deuxième cran. Et là, pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez Emmanuel Macron? C'est parce qu'en fait, il n'a aucune direction, il n'a aucun sens de l'intérêt général, il réagit et il n'agit pas. Et aujourd'hui, il a perdu la confiance des gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réinvestissent le jeune Premier ministre parce que pour l'instant,
il leur donne des gages d'une envie, en tout cas, de se reconnecter à eux. Que Macron donne. Éric Nolot, rapide, après on écoute Oui, parce que Bruno Le Maire. les erreurs que reconnaît Gabriel Attal et celles qu'a reconnues le président de la République, je trouve que ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous expliquer on a tout faux depuis des années et des années sur des points cruciaux. Alors c'est bien de reconnaître ces erreurs, mais on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas été temps de les détecter un peu plus tôt ? On s'est trompé sur l'Ukraine, on s'est trompé sur les centrales d'achat. Non mais Gabriel Attal est sur le nucléaire. Oui, non, mais pas sur des petites choses, sur des choses fondamentales. Moi, ça me sidère un peu quand même. Ils sont censés être très compétents, très éduqués, et au bout de 20 ans, ils vous disent tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'était tout faux. Alors maintenant, on va reprendre à zéro et on va réinventer le monde agricole. Là, je vous trouve un tout petit peu dur. Je suis d'accord avec vous sur le fond, mais Gabriel Attal est Premier ministre depuis 15 jours. Votre critique, c'est un petit peu le loup et l'agneau quand même. Je parle du système. Mais d'accord. Non, mais sur le système, Monsieur Macron est président depuis un certain nombre d'années. Oui. Monsieur Le Gras. Mais pour Emmanuel Macron, je suis d'accord avec vous. On a l'impression qu'il découvre un problème et en fait, il s'excuse simplement sur une mesure. Emmanuel Macron, lui, ne s'est excusé sur absolument rien. Alors que la situation actuelle, globalement, il y a contribué, il y a participé. Il y a des lois qui ont été votées et d'ailleurs, demandé souvent la suppression. Jean-Sébastien Rapido. Pas que ça, c'est-à-dire que présenter des excuses ou reconnaître qu'on s'est trompé, ça peut marcher politiquement. Ça marche politiquement quand derrière on donne des gages, quand ça n'est pas qu'une posture de communication et qu'on voit qu'il y a un changement d'action. Mais là où il y a probablement un ADN politique assez différent entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, c'est qu'Emmanuel Macron, il reste persuadé que le système est le bon. Et c'est ça le sujet. Il passe sa vie à expliquer que les populistes, les extrémistes détruiraient tout parce que lui incarne le cercle de la raison. J'entendais Claude Maluret, vous savez, ce sénateur assez macronien quand même dans l'âme, qui décrivait exactement ça. Un certain nombre de gens, alors Clément Beaune ou de gens qui ne sont plus au gouvernement maintenant, répondent ça en permanence. Nous sommes la raison, les autres sont le danger démocratique, les autres sont le danger économique. Le problème justement, c'est que quand on reconnaît des erreurs, on ne peut pas nier aux autres le fait d'avoir parfois fait de bons diagnostics. À partir du moment où ça fait plusieurs décennies qu'on a des gens qui sont des professionnels de la politique et que le système ne change pas, on a décidé au sein de la coordination rurale de dire il y a eu des engagements de prix, il y a eu une écoute, lui donner un mois, on n'est plus à 40 ans et un mois ou à 40 ans et 2 mois, on peut attendre un mois. Vous avez raison. J'aimerais juste qu'on écoute Bruno Le Maire, parce qu'il a dit quelque chose d'important à mes yeux sur les successions, sur l'impôt sur les successions. Parce que le vrai problème pour les agriculteurs, c'est de transmettre les exploitations aux jeunes générations. On va écouter ce qu'il a dit, on va voir si c'est satisfaisant ou pas. Bruno Le Maire. Deuxième relèvement de seuil, c'est l'exonération de droits de succession et donation en cas de transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme et de parts de groupements fonciers agricoles. C'est l'article 793 bis du Code général des impôts. Le seuil limite d'exonération actuel est de 500 000 € en cas d'engagement de conservation de 10 ans. Il sera porté à 600 000 € en cas de transmission à un jeune agriculteur. C'est une bonne nouvelle, ça, ou pas? C'est suffisant ou pas, Patrick Lecras? C'est suffisant, non. C'est un effort de 100 000 €, on va le prendre. Aujourd'hui, vous avez bien compris que les problèmes agricoles, c'est pas une mesure. Donc on ne veut pas se focaliser sur une mesure, c'est des demandes qui ont été faites. Aujourd'hui, comme on dit, il y a eu une annonce du gouvernement et donc de M. Attal. Ce qu'on espère, c'est qu'il va y en avoir régulièrement, qu'on pourra aller à l'écoute et on affinera ensemble. M. Attal, comme j'avais dit, parfois je le disais, il ne connaît pas bien le monde agricole, mais ma présidente et son état-major ont dit qu'il était à l'écoute. Nous, le but, c'est de lui donner des dossiers, de lui donner des éléments et qu'il y ait des échanges. Parce que pour l'instant, et je sais de quoi je parle, les échanges que l'on avait, il restait lettre morte. C'est-à-dire qu'on a informé et pendant des mois, pour pas dire des années, il n'y avait pas de retour. Mais le problème, vous savez, auquel vous allez être confronté, c'est que malheureusement, une crise en chasse toujours une autre. La fenêtre de tir pour tout demander à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron, je pense que c'est encore maintenant. Peut-être que dans 3 semaines, il y aura d'autres crises dont on parlera et malheureusement, vous aurez moins de place, moins de disponibilité pour faire passer des messages sur l'agriculture. Ça, c'est certain. Mais comme je dis, le mal de l'agriculture, il est peut-être basé en France, mais il n'est pas que basé en France. Donc nous, on a d'autres travaux qui sont faits à Bruxelles et je pense qu'il faut une complémentarité des deux et un changement de politique des deux côtés. Céline Pina, dernier mot avant le rappel des titres. Et puis je trouve que les agriculteurs ont réussi quelque chose de très fort, c'est-à-dire que l'absurdité de la politique telle qu'elle était menée et la manipulation un petit peu qu'il y avait derrière a été dénoncée sans haine, sans cri, sans violence. Et tous les Français ont compris et tous les Français se sont dit
Mais effectivement, ces lois sont absurdes et on marche sur la tête. Donc pour ça, bravo, parce que faire passer un message comme ça, je pense qu'Emmanuel Macron aimerait bien avoir ce talent. Bon, allez, il est 18h30, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Vincent Fernandez. Vincent.